Troisième partie, portrait. Chapitre 7, Nietzsche, un esprit libre. Ouvrez les guillemets. Je fais la chasse aux hommes comme un véritable corsaire. Non pour les vendre en esclavage, mais pour les emporter avec moi dans la liberté. Fermez les guillemets. Citation de Nietzsche. Frédéric Guillaume Nietzsche est né en 1844 au presbytère de Röcken. Son père, pasteur et homme cultivé, meurt en 1849. Nietzsche, enfant prodige, grandit à Naumbourg avec sa mère et sa sœur cadette Elisabeth et fait ses études à Pfora, à Bonn puis à Leipzig. Il opte, contre les aspirations de sa mère qui le destinait au pastorat, pour la philologie. Avec son ami Edwin Roth, il est le meilleur élève du maître de la philologie allemande, Ritschl. Ses excellents travaux philologiques le font accéder, à l'âge de 24 ans, au titre de professeur de philologie à Bâle sans passer d'examen, sous la vive recommandation de Ritschl. Nous citons. De tant de jeunes forces que depuis 39 ans j'ai vu se développer sous mes yeux, jamais encore j'ai connu un jeune homme qui fût si tôt et si jeune d'une maturité telle que ce Nietzsche. S'il vit encore longtemps, que Dieu le lui accorde, je prophétise qu'il se trouvera un jour au premier rang de la philologie allemande. Fin de citation de Daniel Alvi. Pendant près de 10 ans, il enseigne la philologie, cette science qu'il étudie le cœur serré, car là n'est nullement son intime vocation, lui permet toutefois d'entrer dans l'univers grec et de côtoyer Éschyle, Sophocle, Homère, Hésiode, bref, ceux qu'on a coutume de surnommer les présocratiques, et qui vont être déterminants dans la pensée de Nietzsche. Il aspirera en effet à renouveler l'idée de l'hellénisme, car c'est entre les poèmes d'Homère et les drames d'Éschyle que la Grèce est entrée à ses yeux en possession de son génie. Et tout dégénère avec Socrate. En effet, la décadence de la philosophie apparaît selon lui avec Socrate, qui invente la métaphysique en distinguant deux mondes, celui des idées et celui des sensations, celui de l'essence et celui des apparences. Depuis, la vie est mesurée, jugée selon des valeurs supérieures comme Dieu, le bien, le vrai, le beau, etc. Même Kant, malgré son criticisme, n'a pas remis en question la morale ni la nature de ces valeurs supposées. Il a critiqué la fausse morale, la confusion des domaines, sans pour autant nier leur existence. La tragédie antique est tombée lorsque s'est heurtée à la philosophie de Socrate. C'est lui, cet Athénien de race incertaine, ce Grec aux lèvres épaisses, ce moqueur qui signale l'agonie de la poésie et de l'art, selon lui. Platon, son jeune disciple, eût surpassé les Sophocles s'il ne s'était point épris de son nouveau maître. Socrate détruit l'humanité instinctive, lyrique, détourne les jeunes de la poésie et de l'inspiration héroïque en proposant une conception du monde pénétrée de raison et d'harmonie. Il a, à ses yeux, mérité la ciguë. Peu à peu, il se détache de l'héritage spirituel de ses parents. Sa croyance en Dieu se dégrade. Il est très vite face à un nouveau gouffre, un vide dans l'existence humaine, qui marque à ses yeux peut-être le début d'une nouvelle aventure intellectuelle. Il trouve refuge dans l'art, la musique aussi en l'occurrence, et il aspire d'ailleurs à devenir musicien. On lui reconnaît un certain talent en la matière, mais son ambition est de courte durée. Sa mère s'en inquiète et tente tant bien que mal de le convaincre de poursuivre ses études de théologie. Mais la foi de Nietzsche s'est effritée, n'ayant su assouvir la soif gargantuesque de son esprit. C'est le début d'une profonde crise religieuse qui hantera son existence et sur laquelle il méditera tout au long de sa vie. Nous citons. Une telle tentative n'est pas le travail de quelques semaines, mais d'une vie. Se peut-il qu'armé des résultats d'une réflexion puérile, on prétende anéantir l'autorité de 2000 années, garantie par les plus profonds penseurs de tous les temps ?
Se peut-il qu'avec des fantaisies, des rudiments d'idées, on prétende écarter de soi ces angoisses, ces bénédictions religieuses dont l'histoire est pénétrée ? Fin de citation de Lou Andrea Salomé. Ouvrez les guillemets. Homme, commente Halévy, il ambitionnera d'être le Christophe Colomb d'un nouveau monde moral. Ainsi entreprendra-t-il le surprenant périple qui occupera sa vie. Détruire, il détruira toujours. Construire, il essaiera toujours. Fermez les guillemets. Un jour, passant devant une librairie, le titre d'un livre dont il ignore l'auteur attire son attention. Le monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer. Il prend le temps de le consulter, de le feuilleter, et tout dans le texte le frappe. Le style, le contenu, tout. Ouvrez les guillemets. Je ne sais, écrit-il, quel démon me souffla. Rentre chez toi avec ce livre. À peine dans ma chambre, j'ouvris le trésor que je m'étais acquis et commençai à laisser agir sur moi cet énergique et sombre génie. Fermez les guillemets. Il se mit à lire avec rapacité les 2000 pages de ce pamphlet métaphysique et est très vite fasciné par la philosophie de l'auteur. Il a trouvé son maître, sa référence intellectuelle, et ainsi commence la période schopenhauerienne de Nietzsche. Au bout de quelques années, Nietzsche s'en affranchit. À Bâle, il fait la rencontre d'Overbeck, professeur de théologie, son ami de tous les instants, celui qui le recueillera à Turin quand la folie le prendra. Il se consacre avec ferveur à ses cours, sans grand enthousiasme cependant, jusqu'à sa rencontre pleine d'émotion avec celui qui entra, même après leur rupture, une bonne partie de son existence, le musicien Richard Wagner. Il est fasciné par ce génie allemand et tombe sous le charme de son épouse Cosima, celle qu'il appelle sa princesse. Une nouvelle étape commence alors que sa santé décline. 1869, il publie Naissance de la tragédie en hommage à son maître, Wagner, et signe ainsi sa rupture avec le monde philologique. Ses collègues accueillent très mal sa publication, car ce n'est pas là la marque, l'empreinte d'un universitaire, d'un scientifique, mais d'un esprit errant, pour ne pas dire rebelle. Nietzsche est un homme libre, qui ne se plaît pas dans le confort des conventions académiques. Il a besoin d'air, d'oxygène, il veut battre des ailes et voler plus haut. Au même titre que la théologie, la philologie n'a su répondre aux besoins de cette âme délicate, de cet esprit subtil, capable de saisir les nuances du sensible et du spirituel. L'amitié avec Wagner, qui voyait en Nietzsche son disciple, est de courte durée. Nietzsche n'apprécie pas le ton dogmatique du musicien et refuse d'être sous la tutelle intellectuelle de quiconque, d'autant que la musique wagnérienne est à ses yeux un marasme, elle ne donne pas envie de danser. Cette seconde rupture, douloureuse et incurable, marque une nouvelle étape dans sa vie. Première métamorphose, du chameau au lion. Entre-temps, Nietzsche sert l'Allemagne en tant qu'ambulancier dans les guerres qui troublent l'Europe en 1870. La guerre l'inspire, il l'exalte, elle éveille l'énergie de l'homme. Dans la douleur, l'homme est créatif. Dans la souffrance, les hommes ont inventé la beauté. Aussi faut-il les plonger dans la tragédie, grecque en l'occurrence, pour éveiller en eux la puissance créatrice, le sens de la beauté. Rupture avec ses collègues philologues de Bâle, puis avec ses amis de Bayreuth, il s'est mis à dos la coterie savante et la coterie artiste. Que lui reste-t-il ? La solitude, sa véritable compagne. Amant de toutes les solitudes, pèlerin des collines de la Haute-Engadine, il développe en lui une pensée solitaire. La solitude l'accompagnera fidèlement jusqu'à la mort. C'est avec elle, à ses côtés, dans le silence de sa présence, qu'il rédige ses plus belles œuvres, que s'exprime dans un verbe puissant le fond de sa pensée, que sa pensée jaillit comme un éclair et fait tout exploser. Morale, religion, métaphysique, démocratie, progrès, etc.
Nietzsche n'a trouvé son épanouissement intellectuel que dans la solitude, au contact des montagnes, et n'est jamais parvenu à trouver enracinement dans les cercles de savants ou dans les bruits mondains de Bayreuth. L'esprit de Nietzsche est trop assoiffé de liberté pour s'enfermer dans une école de pensée ou de penser uniquement dans le cadre des conventions intellectuelles. Nietzsche refuse de se soumettre aux douaniers de la pensée. Il avait un poste prestigieux à Bâle et une renommée scientifique prometteuse dans le domaine de la philologie. Son nom était synonyme de succès, mais Nietzsche ne veut pas sacrifier ses idées au prix d'un succès quelconque. Il est en quête de sens. Pour l'heure, il essaye de trouver un sens à sa quête. Aussi s'isole-t-il et s'éloigne des artifices de la culture et de la connaissance pour sonder la vie, le monde, l'homme. Nietzsche est l'exacte antithèse des intellectuels de plateau qui brillent sous la fausse lumière des projecteurs. Nietzsche mène plutôt une vie en retrait, à l'intérieur. Il observe et médite. Il s'est affranchi de la pensée conventionnelle parce que les idées, les véritables idées, celles qui aspirent à changer le monde, ont besoin de fraîcheur, d'air, de liberté. Ses livres respirent cette liberté. Il a fui les agitations, l'excitation qui caractérise l'homme moderne pour errer dans ses pensées. Il passe le reste de son temps, après sa démission de l'université en 1879, à marcher, voyager, sans femme, sans domicile fixe, portant avec lui une centaine de kilos de livres dans une valise. Il vit d'une modeste pension, se loge dans de petites auberges et occupe son temps à se déplacer de la montagne à la mer et de la mer à la montagne, à la recherche de tranquillité, de paysages et d'air pour alimenter ses méditations. Il devient un marcheur infatigable. À l'instar de Rousseau, il est devenu un virtuose dans l'art des promenades solitaires. Il aime le silence et la solitude, et s'arrange toujours pour se retirer dans les lieux les plus déserts, les plus calmes, où l'atmosphère est favorable à la méditation et à la réflexion. De santé très fragile, il se réjouit du bonheur que lui procure ce genre d'endroit isolé. Il se délecte du plaisir qu'il cueille dans la contemplation des montagnes, du ciel et de l'éclat des eaux et des rivières reflétant la beauté de la nature. C'est en marchant surtout qu'il médite et compose. Il répugne à être enfermé dans une pièce pour écrire. Son inspiration lui vient du dehors, du contact avec la nature. C'est l'air vif, les rayons éclatants du soleil, les collines qui stimulent son esprit, l'aident à accoucher de ses idées. Nous le citons. Nous ne sommes pas de ceux qui ne pensent qu'au milieu des livres et dont l'idée attend pour naître le stimulé des pages, pour naître les stimuli des pages. Notre ethos est de penser à l'air libre, marchant, sautant, montant, dansant, de préférence sur les montagnes solitaires ou sur les bords de mer, là où même les chemins se font méditatifs. Fin de citation. Pour estimer un livre, un homme ou une musique, selon Nietzsche, le premier réflexe est de demander « sait-il marcher ?» La pensée née d'un mouvement et au contact d'un paysage naturel se distingue nettement par sa fraîcheur et son énergie de celle qui voit le jour dans une pièce entre quatre murs, assis sur une chaise, entouré de livres entassés les uns sur les autres. Un livre enfanté dans la marche donne envie de danser. Il contient l'air du dehors, alors que celui produit dans une pièce contient le renfermé du dedans. On n'écrit bien qu'avec ses pieds, dira Nietzsche. Marcher, un remède à l'accélération sociale. Ceci dit, chez Nietzsche, la marche est plutôt ascensionnelle. Il gravit les montagnes. Que ce soit à Sorrente, à Sils Maria, Nice ou Rapallo, Nietzsche emprunte souvent les sentiers des montagnes et des hautes vallées comme pour prendre de la hauteur. Ce qu'il accomplit physiquement n'est que l'expression d'un désir d'élévation intellectuelle. Les grandes idées, les révélations, il faut aller les chercher au sommet des montagnes, à milieu des hommes. Du haut des collines de l'intelligence, on voit les hommes tels qu'ils sont. On a une vue claire et dégagée sur le monde et l'histoire de l'humanité.
ouvrez les guillemets. Il nous faut, écrit Nietzsche, encore grimper un bon bout de chemin, lentement mais toujours plus haut, afin de gagner un point de vue bien dégagé sur notre vieille civilisation. Fermez les guillemets. Nietzsche est de santé fragile, très fragile. Sa vie est un tissu de maux de tête, de douleurs d'estomac et de troubles oculaires. Ses livres et ses aphorismes reflètent d'une certaine façon la nature de ses souffrances physiques. Deux traits vont en effet structurer sa vie, la solitude et la maladie. Il y a en lui quelque chose d'insaisissable qui se dérobe au regard superficiel de celui qui le croise, une sorte de solitude inavouée, un calme apparent qui semble contenir un orage intérieur. Nous citons Lou Andrea Salomé. Cet homme de taille moyenne, aux traits calmes et aux cheveux bruns rejetés en arrière, vêtu d'une façon modeste bien qu'extrêmement soignée, pouvait aisément passer inaperçu. Les traits fins et merveilleusement expressifs de sa bouche étaient presque entièrement recouverts par les broussailles d'une épaisse moustache tombante. Il avait un rire doux, une manière de parler sans bruit, une démarche prudente et réfléchie qui lui faisait courber légèrement les épaules. On se représentait difficilement cette silhouette au milieu d'une foule. Elle était marquée du signe qui distingue ceux qui vivent seuls et en marche. Le regard était en revanche irrésistiblement attiré par les mains de Nietzsche, incomparablement belles et fines, dont il croyait lui-même qu'elles trahissaient son génie. Ses yeux aussi le révélaient. Bien qu'à moitié aveugle, il n'avait nullement le regard vacillant et involontairement scrutateur qui caractérise beaucoup de myopes. Ils semblaient plutôt des gardiens protégeant leurs propres trésors, défendant des secrets muets sur lesquels aucun regard indésirable ne devait se porter. Fermez les guillemets. Il y a quelque chose de mystérieux dans le regard de Nietzsche. Ses yeux semblent fixer un avenir lointain, un avenir qui portera l'empreinte de sa philosophie. Son regard profond ne reflète pas les sensations provoquées par les phénomènes extérieurs, mais traduit la vie intense qu'il mène à l'intérieur. Il a l'œil d'un visionnaire, d'un fin et subtil observateur du monde et de l'existence humaine. Il scrute en permanence, silencieusement. C'est un explorateur de la condition humaine, dont l'esprit affamé ne peut se contenter des seules données apparentes de l'humanité. Il veut entrer, pénétrer dans la vie souterraine de l'homme, dans les sous-sols de l'humain, pour révéler les forces aveugles et obscures qui déterminent en partie l'humanité. Jusque-là, la pensée s'était contentée de juger la vie à l'aune des prétendues valeurs supérieures, alors que, selon Nietzsche, la tâche du philosophe consiste à critiquer les valeurs établies qui déprécient et calomnient la vie dans l'optique de créer de nouvelles valeurs qui appellent à une réconciliation avec la vie. Au lieu d'être créateur de nouvelles valeurs, la pensée, au regret de Nietzsche, est devenue conservatrice des valeurs admises. Créer, c'est libérer l'existence humaine, lui donner un nouveau souffle, c'est inventer d'autres façons d'exister, de cheminer, de s'envoler. De 1879 à 1889, c'est-à-dire après sa rupture avec les philologues, Schopenhauer puis Wagner, il mène une vie intellectuelle intense. C'est au cours de cette période que sa pensée véritable jaillit. Il publie au cours de ces 10 années Humain, Trop humain, Aurore, Le gai savoir, Zarathustra, La généalogie de la morale, Par-delà le bien et mal, Esse homo, en attendant d'achever son œuvre majeure, La transvaluation des valeurs, qui verra le jour posthume sous le titre Volonté de puissance, à l'initiative de sa sœur Élisabeth. Ces livres publiés à compte d'auteur ne se vendent pas et passent presque inaperçus. On n'en parle pas et pas un journal ou critique n'en ferait ne serait-ce qu'une brève allusion. Il se sent incompris et il comprend « certains naissent posthumes ». Au docteur Henrik von Steen, qui se plaignait honnêtement de ne rien saisir de son Zarathustra, il répondit
que c'était normal, que selon moi, en avoir compris, c'est-à-dire vécu 6 phrases, cela vous élèverait entre les mortels à un niveau plus sublime que celui que peuvent atteindre les hommes modernes. Il faut être à ses yeux probe et apte à vivre en altitude pour comprendre son œuvre, car, affirme-t-il, je viens de hauteurs qu'aucun oiseau n'a jamais survolées. Je connais des abîmes où aucun pied ne s'est jamais encore égaré. Il est de plus en plus fragile physiquement. Ses maux de tête le clouent au lit. Il peut à peine lire et écrire. Les villes le dégoûtent et Venise en particulier le fait déprimer. Il se rend à Turin. L'impact est immédiat. Il tombe sous le charme de la ville. Un chant d'espérance, un hymne à la Renaissance. Il semble renaître en effet et recouvre une bonne santé. Mais la joie est éphémère. Janvier 1889, Burckhardt reçoit une étrange lettre de Nietzsche. Ouvrez les guillemets. Au bout du compte, j'aurais mieux aimé être professeur à Bâle que Dieu. Mais j'ai hésité à pousser l'égoïsme à ce point que je me dispense de la création du monde. Fermez les guillemets. C'est la lettre d'un dément, cela ne fait aucun doute. D'autres lettres signées Dionysos ou le crucifié témoignent de la folie de Nietzsche. Il a perdu la raison, et ses amis s'en inquiètent. Overbeck se rend à Turin pour s'enquérir de la santé de Nietzsche. Ses logeurs s'en plaignent, il est devenu incontrôlable. Il marche dans la rue en proférant des paroles incohérentes. Il s'accroche au cou d'un cheval martyrisé par son cocher pour le protéger et se met à délirer. Curieusement, son attitude ressemble au héros de Crime et Châtiment. Raskolnikov, qui dans un rêve se précipite vers une bête torturée, l'enlace en criant avant d'embrasser sa tête. Nietzsche quitte le monde lucide en dostoïevskien. Il est aussitôt interné à la clinique de Bâle et c'est sa mère qui s'en occupe, le soigne, et quand les rues sont presque vides, elle le promène. Nietzsche vient de vivre l'ultime métamorphose, celle du lion à l'enfant. Il meurt en 1900 dans l'innocence de la folie. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Éric Dufour et Leila Belghiti qui ont su me lire avec attention et me suggérer de pertinentes améliorations.